Bonjour, j'espère que vous avez pris un petit café. On y va? Allez. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de la monétisation d'audience à l'heure du RTB et du RGPD. Je suis désolée, les initiales sont un peu indigestes. Mais bon, si vous êtes dans cette salle, c'est que ça doit vous parler quelque part. Voilà, à peu près dans l'ordre ce dont on va parler, je vais me présenter rapidement. On va faire un petit tour de définition, reprendre un petit peu l'historique de la monétisation d'audience depuis, on va dire, 20 ans. Et puis, surtout s'intéresser à quels sont les enjeux de la monétisation aujourd'hui et quelles sont les différentes méthodes qu'on peut mettre en place de façon simple et puis de façon plus avancée. On fera un petit récap à la fin sur quelles sont les mauvaises idées, c'est-à-dire à mettre en place sur son site, et puis une petite conclusion. Voilà. Donc je m'appelle Magali Quintelrem. Moi, ça fait 11 ans que j'évolue dans le secteur de la publicité sur Internet. J'ai travaillé chez l'annonceur, chez l'affilié, chez des intermédiaires de type agence ou prestataire ad tech. Et depuis un an, j'ai cofondé une société où on accompagne des éditeurs de sites, de contenu, des médias, des sites qui ont un inventaire publicitaire, à mieux monétiser leur audience. Grâce à la publicité, et notamment grâce à une bonne configuration de la publicité programmatique. J'ai une deuxième casquette que j'occupe depuis 2 ans. Je suis business developer chez Squadata, qui est une entreprise lyonnaise, qui propose des solutions, des leviers d'acquisition de clients online basés sur la data. Voilà. Alors pourquoi ce sujet est important pour moi et pourquoi j'ai décidé de vous le proposer aujourd'hui ? Vous avez sûrement vu déjà, lorsque vous vous connectez sur des sites de contenu, des médias, des paywalls de ce type. Donc on a Libération qui propose de poursuivre sa lecture, mais seulement pour 4 articles. Et après, il vous demande de payer pour financer la création, le journalisme. Et d'autres paywalls, comme celui que j'ai trouvé là par hasard sur AccuWeather, qui propose soit une version avec de la publicité, qui est gratuite, soit une version payante. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai rarement converti et dit « Ok, je vais payer », en fait. Donc, pourtant, je suis un internaute comme vous et je déteste la publicité intrusive et je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et je pense que tout l'objectif de cette conférence, c'est de trouver l'équilibre entre la pression publicitaire sur l'utilisateur, l'expérience qu'il va avoir de votre site internet, et trouver quand même une rentabilité pour les contenus qu'on va diffuser pour pouvoir se rémunérer et continuer à faire ce travail de journalisme et de création de contenu. Alors je fais une petite chronologie de la chute. Là je parle de la chute des revenus. Alors on va dire qu'avant 2000, on avait principalement le modèle des journaux papier qui s'appliquait au web. Avec des régies, alors soit internes, soit externes, des chefs de pub qui vendaient de l'espace publicitaire sur le site. Le plus, c'était que l'annonceur il savait que son contenu allait être diffusé sur le Dauphiné libéré. Le moins, c'est que l'éditeur... Oui, il y avait assez peu d'informations, de data qui remontaient à l'éditeur. Est-ce que l'utilisateur a vu cette publicité ? Et à part une ligne de revenus, il ne savait pas forcément traquer et remonter à l'annonceur quelle était la performance de cette publicité. Dans les années 2000, il y a un boom des plateformes d'affiliation. Vous en avez sûrement entendu parler. À l'époque, ça s'appelait NetAffiliation. Alors maintenant, ils ont toutes changé de nom, mais c'est Quanko, Awin, Affinity... TradeDoubler, qui se sont mis à proposer un autre modèle de publicité qui était très intéressant pour les annonceurs, qui achetaient de l'espace publicitaire à la performance. Ça voulait dire que quelque part, ils n'allaient dépenser de l'argent
que pour payer les éditeurs qui leur avaient réellement rapporté du business sur leur site, qui avaient déclenché des ventes. Le moins, c'est que pour l'éditeur, finalement, il était plus tributaire du taux de conversion de l'annonceur. Donc, est-ce que si le site de l'annonceur était très mauvais, c'est-à-dire qu'on envoyait plein de trafic, mais derrière, ça faisait une vente pour 500 clics, et l'éditeur, il avait généré 500 clics et il était payé pour une vente. Donc, ça faisait des très faibles revenus. Qui plus est, payé à 90 jours, avec une opacité, une incertitude totale sur quels seront les montants qui vont être validés par l'intermédiaire qui est la plateforme d'affiliation. Aujourd'hui, on a un modèle qui est mixte, on va le voir plus tard, et on a vu vraiment depuis, je dirais, 5-6 ans, peut-être un peu plus même, l'essor du real-time bidding, le RTB. Sur le principe, c'est censé améliorer le système, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un modèle qui convient que aux annonceurs et plus aux éditeurs, vu qu'on a besoin des deux, et qu'on a besoin de générer aussi du business et de l'intérêt auprès des utilisateurs, c'était de mettre en place des enchères saines, qui soient automatisées, où certains placent une enchère, d'autres y répondent, et puis le plus offrant met une publicité sur le site de l'éditeur et éventuellement arrive à apporter du business à son site. Il y a de multiples critères de ciblage, ça c'est très intéressant aussi côté annonceur. Il va pouvoir dire voilà, je vais utiliser de l'audience targeting pour pouvoir cibler les utilisateurs en fonction de leur expérience, de leur historique de navigation, et puis du targeting contextuel, comme il y en a souvent eu auparavant, ne serait-ce que sur AdSense. Et donc c'est très intéressant. Le moins, c'est que ça devient extrêmement technique, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'éditeurs qui se sont retrouvés à être exclus de ce modèle-là du real-time bidding parce que c'était trop complexe, parce que ça demandait d'avoir un ad server, parce que ça demandait d'avoir un volume nécessaire minimum pour accéder à des sources de demande programmatiques. Et donc, même si aujourd'hui, il y a peut-être 70% du business, des dépenses publicitaires qui sont faites en programmatique, elles vont arriver sur une poignée d'éditeurs de grande taille, et tous les éditeurs de sites de taille moyenne ne vont pas y accéder. Ils vont rester sur d'autres solutions de type simple, AdSense, etc. Donc si on fait une petite repasse là sur les définitions, quand je parle d'audience, je vais en parler de manière un petit peu comme ça au cours de la presse, d'internautes, bien sûr, de nous. On parle aussi de visites, on parle beaucoup de trafic en publicité. Donc on essaye de générer du trafic. Le real-time bidding, c'est le modèle d'enchère automatisé qui permet de mettre en relation annonceurs et éditeurs avec des enchères. Donc c'est un peu comme la bourse, on va voir. Et le RGPD, le règlement européen sur la protection des données, qui est entré en vigueur le 25 mai dernier et qui a une implication forte en fait dans le secteur de la publicité. Bon, comment ça se passe? C'est assez simple. Vous avez des grandes marques, des sites marchands, des agences de voyage, du retail, voilà, toute une série d'annonceurs qui achètent de l'audience, qui achètent du trafic. Comment ça se passe? Donc on le voit dans l'exemple que j'ai mis là. Vous voyez ici une publicité pour Evaneos. En fait, c'est assez simple. J'étais allée voir le site de Evaneos et j'ai été reciblée. Donc, c'est du retargeting là. Donc, ça, je peux vous dire que c'est une publicité qui a été servie par Criteo au travers de Google Ad Exchange. Moyennant finance, il arrive à placer une publicité sur le site de Siècle Digital. Donc, si l'utilisateur clique sur cette publicité, le trafic sera renvoyé vers le site de l'annonceur. J'ai mis aussi les logos des réseaux sociaux. Je suis désolée, je vais peut-être plus me focaliser sur la monétisation de sites aujourd'hui, mais les influenceurs vendent aussi quelque part de l'audience. Quand on a 40 000 abonnés sur Facebook et qu'on publie un message, qu'on a 40 000 personnes qui le voient, on peut clairement monétiser cette audience-là aussi en publiant des posts qui seront, on va dire, sponsorisés. Voilà. Mais je vais peut-être moins en parler, effectivement. Le RGPD, pourquoi c'est important dans notre cadre? Il y a un vrai enjeu, c'est que
c'est à l'éditeur qui est en contact avec l'utilisateur, c'est le bout de la chaîne, c'est à l'éditeur de recueillir le consentement de l'utilisateur à la personnalisation des publicités. Alors vous avez sûrement vu, c'est ce qu'on appelle un CMP, là vous en voyez un ici, depuis mai 2018. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà cliqué sur le petit lien que j'ai entouré en orange là ? Combien d'entre vous ont cliqué à peu près ? Ouais, on va dire la moitié, un tiers de la salle. Alors en fait, si vous cliquez, vous vous rendez compte de l'implication de votre clic. Parce que vous voyez déjà pour quel usage les données sont collectées. Excusez-moi, là on ne voit pas très bien. Je vais essayer de vous le dire à l'oral, parce que c'est un peu petit. Ça va être déjà à des fins de tracking, d'analytics, tout simplement. Ça va être pour la personnalisation du contenu en fonction de vos précédentes navigations sur le site internet. Ça va être aussi pour la personnalisation de la publicité. Et si vous cliquez encore un petit peu plus loin, dans le CMP, on vous explique que ce consentement que vous avez donné, vous l'avez donné pour la personnalisation de la pub sur ce site, et que ce consentement, il va être envoyé à des partenaires, les partenaires publicitaires. Et là, vous voyez qu'il y a une liste d'à peu près 300 partenaires qui, finalement, vont commercialiser votre inventaire en RTB. Le RGPD, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais bon, en gros, il faut savoir que les droits principaux des utilisateurs sont de pouvoir avoir une explication claire, explicite, de à quoi vont servir mes données, avant de pouvoir donner son consentement ou pas de manière libre. On ne peut pas forcer un utilisateur à donner son consentement. Et puis surtout, un truc important, il peut s'opposer aussi à donner ses données. D'où les paywalls qu'on a vus au départ, qui sont choisis par certains médias. Le real-time bidding, comment ça marche ? C'est plus ou moins comme la bourse. Vous avez de l'offre, vous avez de la demande. La demande, c'est les annonceurs, les Trivago, les Coca-Cola, etc., qui vont vouloir acheter du trafic. Donc ils sont ici. Pour ça, ils vont utiliser ce qu'on appelle une DSP, ça s'appelle une Demand Side Platform. Les annonceurs, en anglais, on les appelle beaucoup la demand, parce que c'est eux qui demandent du trafic. De l'autre côté, en bout de chaîne, vous allez avoir les éditeurs qui sont ici, qu'on appelle souvent les supply ou les sell. C'est pour ça qu'ils utilisent une SSP, une Sell Side Platform ou Supply Side Platform. Ils proposent du trafic. Et donc, comment ça se passe ? Les annonceurs vont placer une enchère, ce qu'on appelle un bid. Ils vont dire, voilà, moi, cette impression-là, et ça va être pour chaque impression, ça va pas être, tiens, je suis intéressé par le site Siècle Digital. Non, je suis intéressé par cet affichage-là, à cet endroit-là sur le site, de cet utilisateur, parce que cet utilisateur, il a un cookie sur sa machine qui m'intéresse. Donc, ça va être vraiment extrêmement précis. Et c'est une mise aux enchères de chaque affichage publicitaire. Donc vous pouvez imaginer les milliards de requêtes qui sont envoyées et reçues. Et donc la demande et l'offre, et la supply, se retrouvent dans des places de marché qu'on appelle les ad exchange. Et le plus offrant sur une impression gagne l'enchère. Ça, c'est comment ça fonctionne. Après, je préfère préciser, je ne suis pas quelqu'un de technique. Donc si vous avez des questions techniques à la fin, moi je comprends dans les grandes lignes comment ça fonctionne, mais éventuellement, je chercherai la réponse plus tard. Voilà. Des concepts clés, on va pas mal en parler aussi. On va parler de CPM. C'est une abréviation qu'on utilise beaucoup dans la publicité, c'est le cost per mille. Donc coût pour 1000 impressions. Ça, c'est des coûts pour l'annonceur. Donc il peut payer au coût par 1000. Il peut payer au coût par clic, CPC, au coût par lead, un lead étant une inscription sur un site ou une détection d'une opportunité, au coût par action, là c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui a été généré, ou au forfait, un genre d'entente à l'amiable sur, je vais t'acheter 5 000 € sur ton site pendant 2 semaines, est-ce que ça te convient ? Oui, bon, très bien. On va parler d'inventaire. L'inventaire, qu'est-ce que c'est ? C'est tout l'espace publicitaire que j'ai disponible sur mon site internet,
sur les différentes pages. J'ai un inventaire qui est plus qualitatif que d'autres, que s'il est par exemple au-dessus de la ligne de flottaison et qu'il a un taux de visibilité qui est élevé, il a plus de valeur que si c'est tout en bas du site, bien caché. La taille aussi est importante, on en verra. Après, on parle de ECPM impression, donc là, ça va être des métriques qui sont à prendre en compte quand on est éditeur d'un site. Le CPM impression, c'est combien me rapporte 1000 affichages de un bloc publicitaire. Et le RPM page, là, ça va être un peu plus largement combien je gagne pour 1000 affichages de pages. Moi, je préfère le RPM page. Pourquoi ? Parce que si je mets 30 blocs d'annonces et que j'ai très peu de contenu, probablement mon revenu va augmenter, donc ça fait gonfler mon RPM page. Alors que finalement, on verra par la suite. Les enjeux du RTB et du RGPD, donc, comme je disais, c'est à l'éditeur de recueillir le consentement de l'utilisateur sur la personnalisation des publicités. Il y a pas mal de problématiques des éditeurs aujourd'hui. Augmenter le taux de remplissage. On arrive rarement à vendre 100% de son inventaire. Donc le RTB ne résout pas tout. Il faut arriver à multiplier un peu les sources d'acheteurs, les sources de demande, pour arriver à augmenter ce taux de demande, ce taux de remplissage. Réduire les délais de paiement. On se retrouve avec des délais de paiement qui sont très difficiles à gérer, surtout si on fait de l'acquisition de trafic soi-même pour augmenter son audience. Reprendre le contrôle sur son ad serveur. Il y a énormément d'éditeurs qui ont choisi de confier leur inventaire à une régie. La régie prend en régie tout l'inventaire, le gère de son côté, envoie un chèque à la fin du mois à l'éditeur en disant voilà, vous avez gagné tant. Le problème, c'est que l'éditeur, il n'a aucune idée de combien la publicité a réellement rapporté sur son site. Et tant qu'il ne sait pas non plus combien il a servi de publicité, il a perdu le contrôle. Donc là, c'est important de garder le contrôle sur son ad serveur ou de le reprendre si on ne l'a pas. Atteindre un volume nécessaire. On le disait tout à l'heure, si vous n'avez pas beaucoup de volume, que vous avez un petit blog dans un coin qui fait moins de 500 000 visites, c'est difficile. C'est difficile de monétiser en RTB parce que vous n'allez pas pouvoir obtenir des accords cadres avec ce qu'on appelle les vendeurs, donc les SSP. Une autre solution, c'est soit grossir, soit s'allier à une entreprise qui va jouer les intermédiaires et qui va donc rassembler plusieurs sites internet, plusieurs inventaires pour pouvoir après les proposer en RTB. Résoudre l'inefficacité des waterfall passback. Les waterfall passback, c'est des systèmes de cascade où clairement on a identifié que par le passé, telle source de revenus était plus rentable, avait un meilleur ECPM par impression que telle autre, avec un meilleur taux de remplissage. Donc on l'a fait passer en premier. Et puis une fois qu'elle a dit si elle était intéressée ou pas par cet inventaire-là, on passe à une deuxième source de demande. Puis si elle n'est pas intéressée, ça passe à une troisième. Ça finit généralement sur AdSense. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mise aux enchères entre les différents partenaires. Et donc, il n'y a pas de mise en compétition. Et concrètement, sur une impression, le troisième dans la liste aurait peut-être eu une offre plus intéressante à faire que le premier. Et puis, ne plus subir les revenus tirés par le bas, par la logique du second prix. Jusqu'à présent, le secteur de la publicité, il fonctionnait au second prix. C'est-à-dire que si vous avez un enchérisseur, je vais donner Criteo comme exemple parce que généralement ils ont des CPM élevés vu qu'ils connaissent l'utilisateur, ils connaissent le cookie, ils disent voilà, là je sais que si j'achète ce trafic 15 € du CPM, ça va être sûrement très rentable pour moi. Donc ils placent une enchère à 15 € du CPM. Derrière vous avez une seule autre source de demande, ça va être AdSense. AdSense, il dit moi j'ai pas grand chose à proposer, je vais être prêt à l'acheter 50 centimes du CPM. En fait, c'est bien Criteo qui va remporter l'enchère, je vous rassure, mais il ne va pas payer 15 € du CPM, il va payer 51 centimes. Donc il va payer le second prix légèrement majoré. Et là, l'éditeur, il perd énormément. Donc il y a quelques années, il y a une solution qui est apparue, une techno, qui permet à l'éditeur de remonter tous les prix au niveau du premier prix, ça s'appelle le header bidding. J'en parlerai un peu après.
Donc voilà, on s'est rendu compte que c'était quand même un peu le calvaire. La monétisation d'audience, ça demande pas mal de technicité. Les internautes sont fatigués, ils ne voient plus les publicités. On est au second prix. Il y a les internautes qui se sont équipés d'adblock pour à peu près 30% en France. C'est complexe. Honnêtement, le RTB, c'est complexe. Il y a de la fraude. Il y a des gens qui font du domain spoofing, qui se font passer pour vous pour obtenir de la publicité payante sur leur site. C'est difficile de se faire payer quand on travaille avec une entreprise qui s'appelle GumGum qui est en Irlande et qu'on a un paiement qui est en attente depuis 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc c'est complexe, c'est assez complexe. Pour l'utilisateur, on a tous vécu le spam dans notre boîte mail, les publicités intrusives, vous avez gagné un iPhone sur votre téléphone portable alors que vous êtes en train de regarder un site de recettes de cuisine. Voilà, et puis plus récemment, les scandales de fuite ou de vente de données personnelles par des gens en qui, quelque part, on faisait plus ou moins confiance. Ou pire, de failles de sécurité, où là, on se rend compte que c'est des millions de données personnelles qui sont parties chez des pirates. C'est assez inquiétant. D'où le RGPD, bien sûr. Donc, je vais vous parler de la monétisation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez un site internet ? Je vais faire un petit sondage d'abord, juste pour savoir un petit peu qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez un site internet ici ? Super. Donc on a bien 95%, je pense. Et est-ce que vous avez de l'espace publicitaire sur votre site ? Ok, donc on doit avoir à peu près 10%. Alors, je vais commencer par les solutions simples à mettre en place sur votre site si vous avez un site de taille petite ou moyenne. C'est assez simple. AdSense, brand content, accord privé, affiliation, emailing. AdSense, tout le monde connaît, sign up online, très simple à utiliser, une certaine sécurité, on est sûr de ne pas se retrouver avec des publicités pour de l'adulte ou des choses très borderline sur son site. Vous êtes payé majoritairement au CPC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes tributaire de l'internaute s'il fait un clic ou pas. L'avantage, c'est que vous allez avoir un taux de remplissage élevé. Il y a quand même beaucoup d'annonceurs qui achètent sur AdSense. L'inconvénient, c'est que c'est souvent pas des grands annonceurs. Et comme ils payent au CPC, vous êtes tributaire du clic. Et donc votre CPM, donc votre rentabilité pour 1000 affichages, elle va être assez faible. Une bonne pratique. Essayez d'augmenter la visibilité des annonces sur votre site pour essayer donc d'avoir plus de visibilité pour l'annonceur. Et puis, si possible, si vous avez des call to action, c'est un peu malin, mais si vous êtes malin, vous mettez les publicités au clic près des call to action et vous essayez de générer des clics. Notre monétisation assez simple, c'est de non pas vendre l'espace publicitaire, mais vendre votre plume. Vous savez écrire, vous êtes spécialisé sur une thématique, sur une niche, vous avez une audience qui s'intéresse à ce que vous dites. Vous pouvez vendre votre plume, c'est-à-dire bien expliquer. Voilà. Donc là, cette publication, elle a été proposée par Bitdefender, qui a rédigé cet article sponsorisé avec l'équipe Clubic sur le site Clubic. Alors, l'avantage, c'est que c'est un revenu additionnel qui est hors inventaire publicitaire. Vous négociez là, dans ce cas-là directement avec l'annonceur, donc soit à Bitdefender, soit avec son agence, ça peut arriver. Il existe aussi des plateformes maintenant d'intermédiation entre influenceurs et annonceurs. Je pense à une par exemple qui s'appelle Upfluence qui est basée à Lyon. Généralement, elle est plutôt utilisée par l'annonceur pour chercher des influenceurs, mais vous qui êtes peut-être de l'autre côté, ça peut vous intéresser d'être listé sur ce type de plateforme. Ça peut être carrément un mini-site comme celui qu'on voit là, qui a été créé par IBM avec l'équipe du Monde, qui a un énorme habillage sur le site du Monde, avec marqué la pharmacie du futur. Vous cliquez là-dessus, vous arrivez carrément sur un site dédié à IBM, etc. Généralement, ça va être vendu au forfait, c'est-à-dire, voilà, vous dites, moi j'ai tant de milliers de visites sur mon site qui est intéressé par ce sujet, et c'est vendu... on s'entend sur un package, un forfait.
Ça peut aussi être un mix avec du CPA, c'est-à-dire qu'on va toujours être dans une logique côté annonceur d'essayer de maximiser la rentabilité. Et donc là, Bitdefender va mesurer le nombre de téléchargements payants de son antivirus qui vient de Clubic et éventuellement leur attribuer une commission. Voilà. Autre sujet, l'affiliation, ça existe toujours, même s'ils sont un peu en perte de vitesse. Là, on voit par exemple sur le site de Consomac. Consomac, c'est un site lyonnais aussi. Alors, l'avantage, c'est que pour Consomac, c'est pas hors de sa ligne éditoriale, parce que eux, ils font clairement ça. Ils font de la prescription des tests de produits, de la comparaison de produits Mac. Donc, ils sont dans leur sujet, ils sont dans leur audience. Et là, ils ont un programme d'affiliation Amazon pour une batterie Mac, etc. Et là, ils ont plusieurs liens qui sont traqués, qui vont vers le site Amazon. Et s'ils génèrent une vente, même si c'est pas la batterie, même si c'est pour un sextoy, peu importe, ils vont se voir attribuer une commission. Alors généralement, les plateformes, c'est que de la perf. Ça va être soit au CPL, soit au CPA, donc c'est un pourcentage de la vente. Sachez que vous pouvez toujours négocier. Très souvent, on se dit « Ah, ouais, mais le programme d'affiliation, il est à 5%, c'est pas terrible, etc. Pourtant, si je pouvais faire plus... » N'hésitez pas à contacter votre responsable de compte dans la plateforme d'affiliation et à négocier un CPM, voire un CPL ou un CPA, soit éventuellement un CPC si c'est plus à votre avantage. On peut toujours négocier avec eux si on a un trafic de qualité. Ah oui, une petite bonne pratique là, n'allez pas mettre en place un programme d'affiliation sur un sujet qui n'intéressera jamais votre audience. Si vous avez un site sur le jardinage et que vous mettez une batterie Mac, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de trouver des programmes d'affiliation qui correspondent à son sujet et pas l'inverse, quoi. Collecter et monétiser votre base de données. Vous avez sûrement vu, là j'ai pris un exemple d'eco.fr, c'est proposition de vous inscrire à la newsletter. Depuis le RGPD, une bonne pratique absolument à mettre en place, c'est d'avoir une case à cocher séparée pour dire je suis d'accord pour recevoir les offres de vos partenaires. Donc pas seulement de deco.fr, mais aussi de Conforama, etc. Donc vous recueillez le consentement de l'utilisateur à recevoir des publicités ciblées via les cookies, à recevoir des publicités des partenaires, tels que par exemple dans le cas de deco.fr, Conforama, Leroy Merlin, etc. L'avantage, c'est qu'après, vous pourrez envoyer des emails à cette base et puis essayer de faire en sorte que ces publicités-là, elles soient rentables pour vous. Alors, vous les vendez généralement au CPM, ça peut être aussi au CPC, voilà. Maintenant, je vais passer sur des sujets un petit peu plus avancés, peut-être. La monétisation de données. Est-ce que c'est toujours possible, déjà, avec RGPD ? La configuration de votre ad server. La demande premium en RTB, le header bidding dont on a parlé, donc c'est-à-dire faire remonter les enchères au premier prix, et des deal ID qui sont en fait des accords privés mais qui passent par le programmatique. Alors, la monétisation de données. Vous avez en gros deux choix. Si vous avez une audience sur une thématique, par exemple, vous avez un site pour les personnes qui ont des animaux domestiques, donc sur la thématique pets. Vous pouvez choisir soit de commercialiser vos cookies, c'est-à-dire de vendre tous les visiteurs qui viennent sur votre site à des tiers, à condition d'avoir bien recueilli le consentement de l'utilisateur de vendre ces données à tel partenaire et que c'est bien listé dans votre politique de confidentialité. Ou alors vous pouvez décider de garder jalousement cette information et de mieux valoriser votre inventaire sur cette thématique pets. Et comme ça, lorsque vous allez voir des annonceurs ou des agences qui ont santé vet ou animaux comme annonceurs, et vous pouvez leur dire moi j'ai une audience qui est exclusive. Vous la trouverez nulle part ailleurs. C'est toujours possible de faire ça à condition de bien recueillir le consentement de l'utilisateur. Il y a d'autres types de données qui peuvent être valorisables. Typiquement, si vous avez déjà créé, si vous avez l'habitude, vous êtes un gros mass mailer, vous avez l'habitude d'envoyer des emails, vous avez l'habitude de recueillir le consentement de l'utilisateur à recevoir des emails, vous pouvez
vous avez une donnée qui est assez importante aujourd'hui, qui est la possibilité de lier un cookie à un identifiant unique. Il y a un autre acteur, donc Squadata, qui propose une solution de monétisation de données. Comment ? Elle est basée sur l'envoi d'emails de retargeting à votre base. Donc, en utilisant vos données, ils peuvent envoyer des emails de retargeting et ils vous versent un revenu, un partage de revenus. Donc, toujours bonne pratique, bien recueillir le consentement et puis choisir ses partenaires. Voilà, tous ne se valent pas. Contrôlez votre ad server. Je pense que c'est ce que je vais répéter plus aujourd'hui. C'est très important de contrôler le fait de diffuser la publicité sur votre site et de ne pas le confier à un tiers. Donc la publicité que vous diffusez, elle est diffusée à travers un outil qui s'appelle un ad server. Ça va être toutes vos campagnes directes, ça va être aussi vrai pour les campagnes de programmatique. Et ça va vous permettre de voir quel est le revenu que vous associez à une campagne, à un volume d'envoi, à un bloc d'annonces, si c'est un emplacement en haut sur la home ou si c'est dans la sidebar sur la catégorie voyage. Et vous allez pouvoir mesurer tout ça. Et que si vous mesurez, vous pourrez optimiser derrière. Les partenaires dont je parlais tout à l'heure, les SSP, qui ne vont être possibles à obtenir que si vous avez un certain volume de visites sur votre site ou si vous passez par un intermédiaire ou une régie. Ces SSP-là vont généralement avoir une demande premium. C'est-à-dire que par rapport à un AdSense qui va avoir beaucoup de campagnes au CPC, l'avantage du programmatique et de ces SSP, c'est que vous allez être payé exclusivement au CPM, donc vous n'êtes plus tributaire du clic. Si vous avez mis l'affichage sur votre site et que les publicités sont bien situées, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et vous avez une demande qui est plus forte, notamment avec des annonceurs qui sont premium, c'est-à-dire des campagnes de notoriété pour... là, on voit un exemple ici avec BMW qui achète cette publicité sur le siècle digital. Dans les SSP, il faut savoir qu'un SSP, il est connecté à de multiples DSP, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce n'est pas un DSP égal connecté à un SSP, c'est de multiples DSP qui placent des enchères sur un SSP. Dans, par exemple, Google Ad Exchange, vous avez Criteo qui achète. Et donc, c'est intéressant pour vous, parce que derrière, vous allez avoir aussi des campagnes de retargeting. L'avantage de maîtriser votre ad server, c'est que vous allez pouvoir augmenter le taux de visibilité de la publicité. Comme les annonceurs ne payent que au CPM, ils veulent être sûrs que c'est bien un œil humain qui va voir votre publicité. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, je vais mettre plein de publicités en bas de page et puis super, je suis payé au CPM, je suis tranquille. En fait, ce n'est pas possible. Le taux de visibilité, c'est une donnée qui remonte dans les places de marché, dans les ad exchange. Donc, vous avez un vrai intérêt à valoriser, à mettre en valeur les emplacements publicitaires sur votre site pour augmenter ce taux de visibilité. Autre chose qui est importante, ne pas diffuser des emplacements publicitaires de la même manière sur mobile que sur desktop. Bien souvent, on se dit, je vais mettre un emplacement publicitaire dans ma sidebar à droite. Le problème, c'est que la sidebar, elle n'est pas chargée sur mobile. Donc là, vous allez avoir un appel au serveur, une enchère qui va être créée pour une annonce qui n'est jamais affichée à quelqu'un sur son mobile. Donc dans ce cas-là, il faut arriver à mettre en place une distinction entre ça, c'est du trafic mobile, et donc je vais mettre des emplacements qui vont être dans le fil de lecture, et ça, c'est du trafic desktop, et là, je vais avoir une publicité à droite dans ma sidebar. Autre chose qu'on peut mettre en place aussi dans son ad server pour améliorer le taux de visibilité des annonces, c'est mettre en place le chargement tardif des publicités. Plutôt que de charger toutes les publicités d'un coup, ce qui va ralentir en plus votre site, et donc peut affecter votre référencement naturel, on met en place un script de lazy loading qui va déclencher l'appel et les enchères lorsqu'on se rapproche de la publicité. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut configurer également. Et donc, c'est vraiment un œil humain qui verra la publicité, et donc ça aura plus de valeur pour les annonceurs, et donc plus de valeur pour vous aussi. Alors, le regroupement de demandes en enchères ouvertes. Donc voilà, les SSP dont je parlais, je vais vous donner quelques exemples. Ça va être Google Ad Exchange qui doit
concentrez à peu près 50% des impressions sur l'Europe actuellement. AppNexus, qui est assez puissant aussi, qui est pas mal utilisé par les trading desks pour passer des enchères. OpenX, SmartRTB+, voilà, il y en a toute une série. Il y a deux manières de mettre en place le programmatique ouvert, c'est-à-dire si vous branchez un SSP par défaut, il sera ouvert, et le programmatique fermé, c'est-à-dire je force l'un des SSP à acheter d'une certaine manière au-dessus d'un certain prix plancher. Donc, typiquement, un Criteo, il faut le faire passer en enchère fermée au-dessus d'un prix plancher qui est plus élevé que les autres. On recommande aussi de ne pas brancher des milliers de SSP parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, le RTB, c'est de l'automatisation, il faut qu'on ait un maximum de demandes, etc. Donc on va mettre en place un maximum d'enchères. » Bon, en fait, ce n'est pas forcément positif, ça va ralentir votre site. Et puis surtout, on va avoir un inventaire qui est disponible via de multiples chemins, qui peut être disponible via de multiples SSP. Et donc, les annonceurs, ils ne sont pas bêtes, hein, c'est des enchères, ils vont essayer de trouver le chemin le moins cher possible. Et donc, ça va dévaloriser votre inventaire. Donc là, j'ai mis juste en exergue deux exemples. Ça, c'est un site qui a... alors oui, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je vous explique. Dans le RTB, il y a eu beaucoup d'abus au départ, notamment de la fraude, c'est-à-dire des sites qui se faisaient passer pour un autre. Moi, j'étais un fraudeur, j'étais basé à Malte, je disais, voilà, je suis le monde.fr. Tous les annonceurs se disaient, waouh, moi, je veux le trafic du monde.fr. Ils m'achetaient mon trafic. C'était possible de faire ça parce qu'il n'y avait pas de système de contrôle de la fraude à ce moment-là. Ça a été très vite détecté et on a déjà essayé de faire un peu de nettoyage. Et puis, on a mis en place un petit fichier qui s'appelle le fichier ads.txt qui est placé à la racine du site. Donc, ce serait par exemple à lemonde.fr/ads.txt. Et ce fichier, il est public. Vous-même, vous pouvez le voir. Et vous voyez donc ici deux exemples. Un qui a très peu de SSP branchés et un qui en a une liste, et là, j'ai mis que le premier écran, mais quand je descendais sur la page, il y en avait encore d'autres. Ça, c'est La Dépêche. Ça, c'est un petit site qu'on accompagne. Et en fait, là, clairement, il n'y a pas eu d'actualisation du fichier. Et ça ne donne pas confiance, c'est-à-dire que ce fichier-là, il est consulté de manière automatique par des robots, des SSP, pour savoir par quel biais, par quel chemin, qui est autorisé, donc là c'est la liste des vendeurs autorisés à commercialiser votre inventaire en programmatique. Là visiblement il y a une liste énorme, donc c'est pas forcément optimisé. Je vous expliquais tout à l'heure qu'on peut maintenant mettre en place des enchères au premier prix. Donc l'idée du header bidding, c'est ça, c'est né dans en 2013, et puis ça s'est vraiment démocratisé sur les États-Unis peut-être en 2014, 2015, 2016, ça commence à arriver sur l'Europe. Le principe, il est plutôt très positif, c'est-à-dire de se dire, je suis un éditeur, je mets en place un script dans mon header. Ce script, il va mettre aux enchères chaque impression en direct. Donc je vais recueillir les enchères de plusieurs SSP en parallèle, les mettre en compétition au premier prix et je vais sélectionner celle qui me présente la meilleure enchère. Donc là, on voit un exemple. Typiquement, on a un éditeur qui a mis en place le script de header bidding. Il est branché à plusieurs SSP et c'est celui-ci qui est le meilleur. Alors vous voyez qu'il y en a un qui est en timeout. Dans le header bidding, il y a plein de choses à configurer. C'est assez complexe. Il y a une solution open source qui s'appelle prebid.js qui est un wrapper, c'est-à-dire qui va permettre de mettre en place le header bidding sur votre site. C'est assez coûteux à mettre en place. Il faut être assez spécialisé. Donc, voilà. Dans les paramètres à mettre en place, on va mettre en place un timeout, c'est-à-dire si tel SSP ne me répond pas en moins de, une seconde, et ben là c'est un timeout, c'est-à-dire j'arrête de demander des enchères parce que sinon la publicité elle mettrait du temps à se charger pour l'utilisateur. Et donc là, je ne prends pas en compte son enchère. Et on voit que le win, l'enchère qui gagne, elle est à 5,60 du CPM. Et c'est 5,60 qui vont être réellement payés à l'éditeur. Donc c'est très intéressant.
Euh, Là, je mets une petite note. Maintenant, il y a des SSP qui se sont dit ah, bah, vu qu'il y a une espèce d'engouement des éditeurs pour le header bidding, bah, il faut que je propose moi aussi une solution de header bidding. Comme ça, je ne perdrai pas mes éditeurs. Alors, c'est le cas de Index Exchange, c'est le cas d'AppNexus, c'est le cas de Google qui a lancé une solution qui s'appelle eBDA, Exchange Bidding quelque chose. Et le problème, c'est que bah, là, vous allez vous retrouver avec un SSP qui est jugé parti. C'est-à-dire qu'il va lui-même faire l'enchère et potentiellement se mettre en valeur dans les enchères pour remporter l'enchère. Donc ça, c'est complètement biaisé. Donc il vaut mieux, si c'est possible, mettre en place une solution tierce. Et après, bah, via le programmatique, bah, on n'a pas non plus arrêté d'avoir des interventions humaines. On a vraiment des annonceurs, des agences qui ont internalisé la gestion du programmatique, qui font de l'achat média en programmatique. Je crois que le programmatique aujourd'hui rassemble peut-être 70% de la publicité servie en France. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont devoir mettre en place des stratégies d'achat qui vont prendre en compte s'il y a header bidding ou s'il n'y a pas header bidding, qui vont mettre en place aussi des stratégies en fonction du taux de visibilité, ils vont définir quel type d'annonce ils veulent acheter, etc. C'est ça qu'on appelle des trading desks. Les trading desks, c'est des agences spécialisées dans l'achat de publicité en programmatique. Il y en a une qui est basée à Genève, par exemple, qui s'appelle Gamned. Pareil, vous allez être payé au CPM. Simplement, ça va être un CPM qui va être complètement négocié. Ouais, vous allez dire, bah tiens, est-ce que moi je représente telle marque, tel site internet avec une audience high-tech. Il reste 1 minute. Ah ouais, c'est bon, j'ai bientôt fini. Et donc, moi j'ai, 200 millions d'impressions d'affichage publicitaire sur mon site à un prix plancher minimum de 4 €. Est-ce que vous avez des preferred deals ou private deals, on appelle ça comme ça, à me proposer? Et donc, c'est un deal qui se passe comme ça. L'éditeur, il a un numéro unique, l'annonceur, il a un numéro unique, et ils vont dire, je t'achète ce numéro, et puis ça se fait comme ça. Juste une petite note là sur l'habillage. On voit que sur ce site Presse Citron, c'est un éditeur lyonnais aussi, ils ont mis en place un habillage pour SFR, l'offre RED de SFR. Bien faire attention, on peut se dire parfois à tort, ouais, plus c'est gros, plus ça va me faire gagner de l'argent. C'est pas forcément vrai. Les taux de remplissage de l'affichage sont généralement assez faibles. On va se retrouver avec un taux de remplissage de maximum 10-15%. Donc peut-être qu'ils vont être capables de payer 3 € du CPM, mais à bien mesurer, parce que parfois on a juste ici ce qu'on appelle un billboard, donc c'est un grand format qui peut avoir un taux de remplissage très élevé, de l'ordre de 90%, avec un ECPM très bon de l'ordre de 2 €. Donc voilà, vous faites la balance. Et dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est mettre en place une gestion dynamique des publicités, c'est-à-dire si vous montrez un affichage, alors ne pas montrer le billboard, sinon vous vous retrouvez avec un sapin de Noël. Voilà, donc juste pour vous donner un petit exemple d'un site là qu'on a accompagné, qui s'appelle stuffy.fr. Ne regardez pas les ECPM parce que finalement, on ne va jamais pouvoir faire des miracles. Si on part de 50 centimes, on ne va pas arriver à 12 €. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les pourcentages. Il passe d'AdSense à du RTB en header bidding avec une optimisation des emplacements pour optimiser le taux de visibilité des publicités. Et là, 6 mois plus tard, on est à plus 146% de revenus de CPM. Conseil, agir avec méthode. À chaque fois que vous testez quelque chose, mesurez, analysez, recommencez un test sur une autre partie, etc. Je vous recommande de faire le RPM page comme KPI. Pourquoi ? Parce que si vous décidez d'optimiser un bloc d'annonce à un endroit et de tester un nouveau partenaire. Par exemple, vous allez dire, tiens, je vais brancher AppNexus sur ce partenaire-là. Et je vais lui mettre un prix plancher à 2 €.
et que en fait sur un autre emplacement sur la page, vous n'avez pas fait de prix plancher, vous avez laissé cet inventaire ouvert en enchère ouverte, l'annonceur concrètement il va avoir tendance à acheter là où c'est le moins cher. Et ça va pas pouvoir vous permettre d'avoir des résultats pertinents, une analyse pertinente sur ce que vous avez optimisé. Donc mieux vaut avoir une analyse des RPM par page qui va aussi prendre en compte l'expérience utilisateur et le nombre d'annonces sur la page. Alors la to-do list, je pense que il faut contrôler son ad server, je pense que c'est ce que je dis le plus. Là, je vous ai mis un petit exemple, ça m'a fait marrer. J'étais sur le site de Antenne Réunion et là il y avait marqué la campagne que vous souhaitez diffuser est terminée. Donc j'étais sur la homepage avec un trafic quand même qui est qualitatif et clairement la campagne a continué de tourner alors que le budget était épuisé. Donc c'était un peu dommage. Pareil, s'engager sur un contrat irréalisable. Il faut savoir quand même que maintenant Google Chrome intègre un adblock, notamment sur mobile. J'ai vu un site de rugby qui avait accepté une campagne qui venait de sa régie pour Renault. Renault avait acheté un certain volume d'impression d'un interstitiel, donc c'est le truc qui apparaît comme ça et qu'on doit fermer dans une petite croix. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? Chrome a fait une mise à jour et ils ont bloqué toutes les publicités sur le site en question. Et donc, impossible de servir la publicité qui avait été vendue à Renault. Site bloqué, non seulement cette publicité, mais toutes les publicités sur le site de rugby, enfin un manque à gagner assez important, quoi. Résultat, pour compenser sur le desktop, ils mettaient du Renault partout, c'était insupportable. Donc, ne pas transformer votre site en sapin de Noël. Vous faire blacklister par Google Chrome, je pense que c'est une bonne manière de vous mettre mal aussi. Augmenter le temps de chargement sur son site, ça pourrait affecter votre référencement naturel. Perdre la transparence, donc essayer d'obtenir vraiment que ça passe par votre ad serveur. Et puis dévaloriser votre inventaire publicitaire en branchant une grande quantité. Donc voilà, les conclusions, c'est que oui, le RTB a changé pas mal de choses, mais si vous avez du trafic qualitatif, une audience importante, quantitative, et que vous faites des efforts pour bien afficher la publicité sur votre site de manière quali, vous pouvez quand même continuer à générer des revenus intéressants. Désolée pour avoir dépassé le timing. Est-ce que vous avez des questions ? Même si c'est des questions simples. Hein. Même plutôt des questions simples, je préfère. Bonjour. Bonjour. Vous parliez que l'affiliation était un peu en perte de vitesse tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous explique cette question. Moi, je viens du monde du SEO où j'ai plein de confrères qui en font, mais à foison et qui financièrement, on va pas se mentir, se gavent avec l'affiliation. Du coup, pourquoi est-ce que, de votre point de vue, c'est en perte de vitesse ? Et c'est un gros levier d'acquisition sur Amazon, par exemple. Alors oui, ça reste un gros levier. Et effectivement, moi, j'ai pas mal d'éditeurs que je rencontre tous les jours qui me disent que ça représente encore 90% de leurs revenus, parce qu'ils sont sur une thématique produit. Si on est sur une autre thématique de l'ordre de l'éditorial ou d'une passion, c'est peut-être moins rentable. Pourquoi je dis que c'est en perte de vitesse ? Déjà, un petit signe qui apparaît, c'est qu'il y a une concentration sur les plateformes d'affiliation. À une époque, il y en avait plein, mais elles n'arrivaient pas à se démarquer les unes des autres. Donc maintenant, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait Affiliate Window qui avait fusionné avec Awin, qui avait fusionné avec Affilinet. Elles se sont toutes retrouvées, elles sont en train de se concentrer pour avoir peut-être plus de force, de négociation. Elles n'arrivent pas bien à se différencier, peut-être plus côté annonceur. Côté éditeur, ça peut rester rentable. Mais clairement, moi je le vois des deux côtés, parce que je suis parfois annonceur, parfois éditeur. Quand je suis éditeur, je négocie et il faut vraiment négocier avec elles. Et donc, pas prendre pour argent comptant le payout qui est affiché sur les plateformes d'affiliation. Vraiment négocier, quoi. D'autres questions ? Mais les plateformes d'affiliation, elles achètent en RTB.
c'est devenu des acheteurs. Ils ont des DSP pour acheter du trafic en RTB sur des problèmes, sur certaines thématiques. Donc ils s'y mettent. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question sur le taux de visibilité. C'est quelque chose que nous, on suit beaucoup dans mon entreprise. On a une équipe de sales qui gère ça. Donc, de ce qu'on voit actuellement, la moyenne, c'est autour de 50%. Et ils nous disent que de plus en plus, les gros annonceurs demandent du 75% et demain vont demander du 100%. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on évolue vers ça aujourd'hui? Alors, moi, j'ai jamais vu du 100%. Sur aucun site éditeur, même des sites très qualitatifs, de médias, j'ai jamais observé ça. J'observe aussi, effectivement, une moyenne aux alentours de 50-60% pour un trafic, un site qualitatif, qui a, après optimisation, peut peut-être monter à 65, 70, voire 80-85%, ça dépend des cas. Mais même avec du lazy loading, etc., c'est difficile de passer au-dessus du 85%. Enfin, moi, je n'ai pas la solution miracle, quoi. Ouais. Bah, 75%, déjà, c'est élevé, ouais. C'est très qualitatif, moi, je trouve. Après, ça dépend comment c'est mesuré. Si c'est les chiffres de Google Ad Exchange ou de la SSP qui font foi, je sais pas. D'accord. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clôturer. Une dernière. Bonjour. En Bonjour. temps d'intégration d'une SSP sur un site d'éditeur, on est dans quel ordre d'idée à peu près? Alors déjà, ce qu'il faut, c'est en quelque sorte candidater. S'ils ne viennent pas vous voir parce que vous n'êtes pas énorme, il faut peut-être aller les voir. Il faut que vous soyez accepté. Et après, ça peut prendre... alors ça dépend. Moi, je vois sur certains éditeurs qui demandent un compte Google Ads, ça peut prendre, on leur répond genre 3-4 semaines. Donc peut-être que pour aller plus vite, vous pouvez passer par un intermédiaire. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais type Opti Digital, mais il y en a d'autres qui, eux, ont des comptes affiliés, des comptes qui sont certifiés distributeurs de ces SSP-là. Et sinon, après, le temps d'implication, le temps d'implémentation, ça va dépendre vachement de vos ressources humaines techniques pour le mettre en place, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.